Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Christian Descoteaux de l'entreprise Comintel. Je le rencontre dans le cadre des Exportateurs Étoiles. L'entreprise a remporté le prix du leader à l'exportation pour la région de la Mauricie. Nous allons discuter de leur réseau de vente car ils vendent à 95% sur les marchés d'exportation et sur certains marchés non traditionnels. Ils utilisent entre autres les agents et nous allons parler de l'axe de vente et de la méthode qui a été utilisée depuis quelques années. Mais avant tout, je vais m'entretenir avec Emmanuel Lemaire de chez Desjardins, notre partenaire pour les exportateurs étoiles. Emmanuel, quel est ton meilleur conseil pour les entreprises qui exportent majoritairement leurs services ou produits à l'international? À moins de bénéficier d'une couverture naturelle, c'est-à-dire que vous importez et vous exportez dans une même devise, et donc vous utilisez les devises étrangères reçues pour payer une partie de vos fournisseurs. Donc, à moins de vous retrouver dans cette situation-là, je dirais que le meilleur conseil en matière de services bancaires internationaux demeure de bien protéger votre marge de profit contre les fluctuations de taux de change. J'ai vu malheureusement des entrepreneurs se retrouver dans des situations très précaires, même avec un super contrat export en poche, un contrat rentable de plusieurs centaines de milliers de dollars qui s'échelonne sur plusieurs mois. En cours de réalisation de contrat, parfois les taux de change se mettent à chuter. Alors, la marge de profit devient de plus en plus mince. De semaine en semaine, de mois en mois, le profit fond. Mais l'entrepreneur n'a pas le choix de poursuivre la réalisation de son contrat. Il doit produire, exporter et honorer les clauses de ce contrat. Après avoir passé des moments d'incertitude, l'entrepreneur en question que j'ai en tête a vraiment appris de son expérience et il a collaboré avec notre équipe de cambistes pour vraiment se doter d'une politique de change adaptée à ses besoins. Il y a un président de la Réserve fédérale américaine qui a déjà dit que malgré tous les efforts qui ont été déployés pour créer un modèle permettant de prévoir les fluctuations de taux de change, il n'y a pas grand-chose qui est plus efficace que de jouer à pile ou face. Alors, c'est très discutable comme énoncé, mais ce que ça lance comme message, c'est que quand il est question de devises, on évolue dans un monde d'incertitude. Vous êtes des entrepreneurs, vous prenez des risques, vous travaillez très fort. Alors, mon conseil est vraiment de faire le nécessaire pour bien protéger votre marge de profit contre les fluctuations de taux de change. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Christian Descoteaux de l'entreprise Comintel. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien. L'entreprise est située à Grand-Mère, mais j'aimerais savoir en premier qui est Christian Descoteaux. Christian Descoteaux est chez Comintel depuis 6 ans. Je suis un des actionnaires de Comintel et je suis vice-président des ventes et du marketing. Donc, je m'occupe vraiment du développement d'affaires pour l'entreprise. L'entreprise a été créée en quelle année? L'entreprise a été créée au début des années 90, suite à, pour faire un petit peu d'historique par rapport à Comintel. Comintel a été fondée par l'inventeur de la technologie qu'on commercialise. Elle a été créée, cette technologie-là, dans les années 80, alors que René Larrivée, qui est le fondateur de Comintel, était à l'emploi de Consolidated Batters, qui est une très grosse compagnie dans le domaine de la fabrication du papier. Et René était un des chercheurs au centre de recherche. Et il y avait une problématique au niveau de la fabrication du papier, c'est-à-dire du contrôle de l'épaisseur du papier. Et ça, quand je dis l'épaisseur, là, on parle de microns, donc c'est pas beaucoup, mais qui a un impact très important sur le processus de fabrication, sur la vitesse à laquelle on peut faire tourner les moulins pour fabriquer du papier. Donc, René en est arrivé avec de l'induction, a développé ce concept-là, qui, ensuite de ça, a été répandu à travers tout le réseau d'entreprises de Consolidated Batters. Et suite à ça, Consolidated Batters s'est dit, moi, je ne suis pas dans la technologie, je suis dans le domaine du papier. Je fabrique du papier, donc je ne veux pas commercialiser cette technologie-là. Donc, ce qu'il a fait, ça a été vendu
les droits ont été vendus à une compagnie de Vancouver qui ensuite a été achetée par une compagnie américaine qui est très connue, le Honeywell. OK. Mais en l'an 2000, le brevet d'invention tombait. Donc, René est reparti, a reparti cette technologie-là ou ce produit-là pour le vendre via une très grande entreprise qui s'appelle ABB. Donc, il a fait un partnership avec eux où est-ce que, comme Intel fabriquait et aussi designait certains produits pour aller dans des moulins à papier un peu partout dans le monde. Puis toi, Christian, tu es arrivé chez Comentel, ça fait 6 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, j'ai œuvré beaucoup dans le domaine de la mise en marché au niveau international, dans différentes industries, mais souvent axé vers les technologies. Donc, je ne suis pas un ingénieur, je suis vraiment quelqu'un qui a fait ses études là, en commerce à l'université, mais toujours œuvré, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, au niveau des systèmes de test. J'ai travaillé aussi dans le domaine du logiciel, mais toujours avec un accent à commercialiser à l'international. Donc, en me joignant ici, mon rôle était vraiment de faire exploser un peu les ventes ou d'établir un bon réseau de distribution à travers le monde. Comentel, c'est quoi? C'est quoi le produit exactement? Ça, c'est la question un peu difficile. C'est très technique, c'est très niché. Comentel fait des systèmes de chauffage de rouleau par induction électromagnétique. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver parce que ça ne dit pas grand-chose? C'est que l'induction est utilisée pour faire du contrôle de procédé. Donc, dans le procédé, comme je parlais du papier, maintenant je parlais de l'aluminium. Il y a des problématiques quand on roule de l'aluminium et pas à l'état de primaire, là, comme Rio Tinto peut faire. On parle, lorsqu'on prend un lingot, on le transforme en feuilles pour en faire soit des feuilles qui vont être utilisées pour fabriquer des voitures, fabriquer des avions, fabriquer du papier d'aluminium. Donc, la problématique est que il y a pour bien faire ou optimiser le procédé on appelle ça de la lamination, idéalement, il faut contrôler l'épaisseur de la largeur des feuilles d'aluminium. Et comment dire, la technologie qui est utilisée ou ce qui est utilisé dans le passé était de l'huile chaude. Et là, ce qu'on fait maintenant, c'est que l'huile chaude n'est jamais... Et on ne peut pas amener l'huile chaude à une température très élevée pour pouvoir influencer le diamètre des rouleaux qui servent à faire la lamination des feuilles d'aluminium. Bon, pour bien comprendre, l'aluminium était chauffé avec de l'huile chaude. Parce que moi, je fais de la joaillerie, puis on chauffe avec un chalumeau, avec une flamme. Oui. Bien, c'est un peu ça, c'est que dans le procédé, on appelle ça du tight edge, là. Je ne veux pas être trop technique, mais tout simplement, c'est que lorsque on roule, lorsqu'on amincit une feuille d'aluminium pour la rendre de l'épaisseur où est-ce que le client veut l'avoir, on la passe entre deux rouleaux. Mais quand on la passe entre deux rouleaux, à des vitesses quand même assez rapides, il se crée beaucoup de chaleur au centre des rouleaux, mais pas aux extrémités parce que c'est exposé beaucoup plus à l'air. Donc, ils sont plus refroidis. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoyaient de l'huile chaude sur les rouleaux aux extrémités. Ouais. Et pour faire expandre le rouleau. Et quand je dis expandre, là, on ne parle pas de pouces ou quoi, c'est des microns, là. Mais ça fait toute la différence de passer, par exemple, d'un laminoir qui va rouler à 600 mètres minute, aller jusqu'à 1000 mètres ou même 2000 mètres minute. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient remplacer l'huile chaude, qui n'est pas très efficace au niveau procédé, puis qui n'est pas très efficace aussi économiquement. Donc, on vient chauffer tout simplement, c'est 30 mm de chaque côté des extrémités de la feuille, mais c'est toujours le rouleau qu'on chauffe, pour en expandre
le diamètre, ce qui fait qu'on vient éliminer le tight edge et on fait augmenter la vitesse du laminoir. Juste pour vous donner un exemple, là, en Chine, on a un client qui est passé de 600 mètres minutes à 1000 mètres minutes pour son laminoir en implantant l'induction. Je ne sais pas si vous savez, c'est 67 d'augmentation de la Ah oui, production. c'est incroyable, c'est incroyable. C'est des millions de dollars par année. Mais vous, est-ce que c'est la machine ou c'est la technologie? Est-ce que vous arrivez avec la façon de faire? Ouais. Ce qu'on fait, c'est que nous, ben oui, c'est un peu la façon de faire, mais on vient ajouter un équipement à un laminoir déjà existant. OK. Ou, puis on en parlera peut-être plus tard, mais il y a aussi l'aspect des nouveaux laminoirs. Donc, il y a très peu de manufacturiers dans le monde qui font des laminoirs pour l'aluminium, mais tous ces manufacturiers-là maintenant font affaire avec nous pour équiper les nouveaux laminoirs avec l'induction plutôt que d'utiliser de l'huile chaude. C'est fantastique. Puis moi, je trouve, Christian, tu es un bon vendeur parce que moi, j'ai très bien compris le produit. Puis ça pourrait sembler complexe. Là, quand j'avais visité le site Internet, je le comprenais moins. Les marchés d'exportation aujourd'hui, c'est quoi pour Comentel? Et 95, et je dis 95, ça va varier d'une année à l'autre, mais c'est environ 95 de notre chiffre d'affaires est fait à l'extérieur du Canada. OK. Donc, tout simplement, pourquoi? C'est que notre principal marché présentement, c'est le domaine de l'aluminium, donc les laminoirs d'aluminium. Il n'y en a aucun au Canada. Donc, à vrai dire, il en existe un, et le seul qui existe, c'est un laminoir de test dans un centre de recherche à Kingston pour une compagnie qui s'appelle Novelis, qui est de propriété indienne. Donc, c'est le seul. Sinon, ils sont tous principalement en Chine, en Europe et aussi aux États-Unis, beaucoup. Donc, on achète, nous, au Canada, les feuilles d'aluminium à l'extérieur. C'est ça, on les importe. Donc, on est assez dépendant des marchés externes. Définitivement. Nous, ici, au Québec puis au Canada, on fabrique l'aluminium en lingots, on l'exporte à l'étranger pour qu'elle soit transformée pour faire, par exemple, la structure d'une auto, par exemple, tout l'extérieur de l'auto, pour des avions, par exemple. Notre technologie est utilisée, entre autres, pour fabriquer les tôles des ailes et de la carlingue des avions. C'est un projet qu'on a fait, c'est le plus gros projet de toute façon qu'on a fait dans ce domaine-là il y a 1 an et demi. Donc, c'est implanté depuis 1 an et maintenant, les avions, par exemple Airbus, sont fabriqués en partie avec nos systèmes d'induction. Comentel, c'est combien d'employés? Comentel, ça varie, mais c'est autour d'une quinzaine et ça va varier. Là, ça peut monter jusqu'à 20. OK. Puis là, j'ai une question. Là, Christian, quand tu es arrivé il y a 6 ans dans l'entreprise, là, toi, tu es arrivé avec le défi un peu de structurer les ventes. Comment tu t'y es pris? OK. Première chose, c'est qu'il y a deux segments chez Comentel. Il y a le segment papier qui est principalement fait par ABB. Donc, ABB est notre partenaire. Donc, ils ont des bureaux de vente à travers le monde. Et ils ont aussi toute l'expertise au niveau du procédé de fabrication du papier qui est nécessaire dans l'installation de nos solutions. Donc, ça c'est quand même assez simple et ça a continué à se faire via ABB. Mais du côté, par exemple, aluminium ou autre procédé, la manière que j'ai fait, premièrement, c'est de bien comprendre les défis ou les problématiques de fabrication des laminoirs. Pourquoi ils utilisent de l'huile chaude? Quel est, quand je vous dis le tight edge? Et pour vous donner un exemple, le premier voyage que j'ai fait en Chine, j'ai recruté un agent sur place en Chine et on est allé à Aluminium China
qui est le deuxième plus gros salon dans le domaine de l'aluminium au monde. Et on se promenait d'un manufacturier à l'autre, donc des compagnies chinoises qui fabriquent de la feuille d'aluminium. Et on avait le buzzword qui était tight edge. Est-ce que vous avez des problématiques de tight edge? Et 100% ont dit oui. OK. Oui. Par contre, ce n'est pas nécessairement une problématique pour tout le monde, dépendamment du produit final qu'ils se doivent de faire. Mais au moins, on avait identifié que c'était une problématique. Et là, ça a été de décortiquer, oui, mais tight edge, qu'est-ce que ça a comme impact dans la production pour ces laminoirs-là? Et ça a été vraiment de reculer et puis d'établir, OK, qu'est-ce que ça a? Est-ce qu'on réduit? Là, on a découvert que ça réduisait la vitesse potentielle des laminoirs. On a aussi déduit que pour chauffer l'huile, ça prend une bouilloire, donc qui est chauffée souvent au gaz. OK, donc ça, c'est un coût, puis c'est un coût quand même assez élevé. On a déterminé aussi, qu'est-ce qu'il y avait comme autre problématique à l'intérieur des laminoirs, et on l'a chiffré. On a essayé de sortir les chiffres pour savoir qu'est-ce que nous, on apporte de plus ou qu'est-ce qu'on va donner comme valeur ajoutée à leur procédé en implantant l'induction. Et ça, c'est en travaillant avec, oui, les manufacturiers de feuilles d'aluminium, mais aussi en travaillant beaucoup avec les fabricants d'équipements, donc des laminoirs, qui sont, par exemple, des compagnies allemandes comme SMS Group, comme Danieli, qui est italien, Mino, qui est italien. Il y avait CNPT, qui est chinois. Donc, de s'asseoir avec eux et de voir, de faire ressortir justement ces coûts-là et de prendre certains cas, comme celui que je parlais de la Chine, où est-ce qu'on a établi qu'à 600 mètres minutes, c'est le maximum qui pouvait rouler de l'aluminium en gardant une qualité de feuille qui est acceptable pour les clients qui ils vendaient cet aluminium-là. Et en implantant l'induction, comme j'ai dit, ils ont augmenté la vitesse à 1000 mètres minutes, en plus d'augmenter ou d'améliorer la qualité. Donc, tout ça, on l'a documenté, on en a fait des cas d'espèces, donc des business cases, et qu'on a publiés et qu'on publie à nos clients potentiels pour qu'ils soient informés de la plus-value et du retour sur investissement. Parce qu'en bout de ligne, les entreprises vont prendre une décision, ils vont privilégier un projet qui amène de la valeur ajoutée, qui amène un retour sur investissement très rapide, plutôt que quelque chose qui va prendre 10 ans avant de se rentabiliser. Le client chez vous, est-ce que c'est la personne qui a acheté le laminoir et qui l'a dans son usine ou est-ce que c'est l'entreprise qui fabrique le laminoir? OK. Ça, c'est une chose, c'est une stratégie qu'on a eue, c'est que les deux sont importants parce que autant du côté du manufacturier du laminoir, lui veut vendre son équipement pour qu'il soit le plus performant possible. Oui. Mais lui, il s'en va, nous, on est une composante d'un système de plusieurs millions de dollars. Donc, oui, c'est très important pour lui, mais son emphase ne sera pas sur l'induction. Ça, c'est les nouveaux laminoirs. Par contre, il y a toutes les laminoirs qui existent déjà. Ceux-là, ce qu'on a fait, puis pour convaincre les gens, c'est qu'on a une stratégie où est-ce qu'on a attaqué les deux côtés. Donc, autant le client final, pour l'informer que l'induction pouvait améliorer ses procédés, pour que non seulement qu'il en bénéficie, mais c'est-à-dire quand il sera face à une décision par rapport à son manufacturier de laminoir, qui lui dise dans mon prochain laminoir ou dans celui que j'ai ici, j'en ai 5, j'aimerais ça que tu implantes l'induction pour contrôler le tight edge. Donc, on a fait ça beaucoup et on a des clients, par exemple, d'ailleurs, à peu près toutes je crois que c'est 50% des canettes
d'aluminium sont fabriqués par un de nos clients qui a plusieurs systèmes, qui s'appelle Logan Aluminium, qui est américain. Eux, ils ont acheté un nouveau laminoir et ils ont dit aux manufacturiers, voici, dans mon laminoir, il faut absolument que tu aies de l'induction parce qu'on l'a déjà et on voit tout l'impact que ça a sur nos procédés. Donc, vous êtes arrivé auprès de ce client-là en partenariat avec l'entreprise qui vend les laminoirs, c'est ça? C'est ça. Et c'est vraiment de frapper aux deux portes pour que autant le client final pousse pour avoir l'induction que le manufacturier puisse l'implanter à l'intérieur. Mais aujourd'hui, après quand même plusieurs années, là, on voit que les manufacturiers de laminoirs le savent. Quand ils vendent un nouveau laminoir, ils se doivent de donner certaines garanties de performance. Et s'ils veulent avoir de la performance, bien, normalement, ils vont y aller avec l'induction pour améliorer la vitesse de leur laminoir et d'améliorer la qualité. Chez vous, vous avez identifié la problématique, puis là, après ça, il fallait convaincre ou en parler. Comment vous avez procédé au départ là, pour démarcher auprès de ces clients-là? Parce que c'était nouveau qu'il y avait une solution, là, si je comprends bien. Oui. C'est un peu, on a fait passablement d'expositions. OK. Et dans les expositions, c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure, c'est qu'autant l'objectif était d'aller voir les manufacturiers de laminoirs que d'aller voir des clients finaux. Et des clients finaux, souvent, on n'avait pas de projet directement avec eux parce que, bon, on n'a pas une équipe d'ingénieurs mécaniques qui vont faire les modifications nécessaires à un laminoir pour pouvoir y installer l'induction. Mais en contrepartie, c'est que ces clients-là allaient voir leur intégrateur, leur manufacturier de laminoir, puis ils disaient, bien, voici, prépare-moi une soumission parce que je veux implanter l'induction à l'intérieur de mon laminoir. Aujourd'hui, comment se font les ventes? C'est par distribution? Comment ça fonctionne? Oui, par distribution. Ça passe beaucoup par les manufacturiers de laminoir ou des intégrateurs et aussi de nos agents. On travaille aussi avec ABB au niveau de l'aluminium, mais c'est un groupe complètement différent du ABB pour le papier. C'est tellement de grosses entreprises qui sont très, très segmentées. Et aussi beaucoup avec notre agent en Chine. Là, maintenant, on a un nouvel agent en Europe à vrai dire, deux nouveaux agents en Europe qui sont d'anciens employés de Danieli, qui est un des plus gros manufacturiers de laminoir au monde. OK. Donc, on fait affaire beaucoup avec eux. Comment fait-on pour trouver un bon agent? C'est beaucoup de networking et c'est trouver, comment dire, quand on trouve un agent souvent est payé sur ce qu'il va vendre. Mais quand on lui demande de faire du démarchage et puis que les résultats sont dans 18 mois, 2 ans, c'est beaucoup plus difficile de garder un agent. Oui. Donc, essayez le plus possible que lorsqu'on en signe un, de générer au moins des revenus et un intérêt très rapidement. Donc, le fait qu'on ait fait du travail en amont avec les salons, avec les expositions, avec aussi les manufacturiers, entre autres avec la Chine, on a réussi à faire des ventes rapidement qui ont rapporté à notre agent. Et aussi, un autre aspect qui est très important au niveau de l'agent, c'est qu'il faut qu'il soit du domaine. C'est-à-dire qu'il soit techniquement, qu'il sache de quoi il parle, deux, qu'il ait déjà une liste de contacts dans les entreprises ou aussi que ce soit un peu complémentaire avec les lignes de produits qu'il vend. Comme ça, lorsqu'il fait un appel, quand il va voir un client potentiel, bien, il n'est pas là seulement pour comme un tel, mais il peut être là aussi
pour un autre produit qu'il distribue. Donc, ça lui permet de faire du leverage pour ses produits ou les nôtres. Comment bien accompagner un agent pour qu'il nous représente bien? Est-ce qu'il a besoin d'outils de communication? Oui, il a besoin d'outils de communication, je dirais, puis il a aussi besoin de beaucoup de support au départ. OK. Surtout dans un domaine technique, pour qu'il se sente à l'aise à vendre le produit, ben, il faut l'appuyer, il faut qu'il voit aussi comment on commercialise nos produits. Et chez Comentel, ce qu'on essaie de faire vraiment, puis c'est un peu ce que j'expliquais tantôt, c'est de faire ressortir le retour sur investissement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle du CAPEX. Du CAPEX, c'est des dépenses en capital. Donc, une dépense en capital, ça provient du conseil d'administration d'une entreprise. Donc, ça, c'est normalement, en début d'année, ils savent que le département va avoir 10 millions à dépenser en équipement. Mais souvent, ces investissements-là, c'est un budget, mais qui se doivent de retourner voir le conseil pour approuver un projet. Le projet que je parlais tantôt des avions, des tôles d'avions, bien, ça a été la présidente du groupe qui a approuvé ce projet-là. Donc, pour qu'on remonte jusqu'en haut, on ne parle pas à des gens techniques à ce moment-là, on parle à des gens financiers. Donc, le dossier, ce n'est pas seulement de dire « oui, mon produit, ma technologie est belle ». Non, c'est de chiffrer le plus possible l'impact de l'implantation de nos produits. Et ça, on le fait pour n'importe quelle application. C'est l'objectif toujours qu'on se fixe, c'est qu'il faut bien documenter et ça va aider les agents manufacturiers ou le distributeur à mieux vendre nos produits et pas juste au niveau technique, mais de le monter vraiment jusqu'au niveau administratif qui va prendre une décision sur, non pas, oui, c'est bien beau, là, j'augmente la vitesse, mais qu'est-ce que ça change quoi, ça, dans mon budget? Donc, oui, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour eux d'obtenir l'autorisation de leur conseil d'administration ou de la direction de l'entreprise pour dépenser X nombre de centaines de milliers de dollars ou millions de dollars. Le cycle de vente est extrêmement long. Je comprends l'inquiétude quand on engage un agent que ça peut prendre un certain temps avant d'avoir des retombées. C'est quoi le cycle de vente en moyenne? On parlait d'un 18 mois tantôt. Oui. Si je parle aujourd'hui, probablement qu'il est un peu moins long. Pourquoi? Parce que compte tenu que l'industrie, par exemple, dans le domaine de l'aluminium, connaît maintenant l'impact de l'induction dans leur procédé de lamination. C'est un peu moins long parce que souvent, ils vont même le préparer en amont et nous, on va le savoir des fois au moment où est-ce qu'ils sont pratiquement sur le point d'obtenir leur budget. Mais je dirais là, que du départ, là, au moment où est-ce que je sais pas moi, le département d'ingénierie dit oui, on veut améliorer la vitesse de notre laminoir, ben, c'est sûrement une douzaine, là. Je dirais à peu près un an que ça prend. L'importance des salons est là. Il faut vraiment participer à des salons pour faire connaître le produit auprès des personnes concernées. Oui. Les salons pour une initiation, oui, rencontrer des gens, mais aussi beaucoup de visites aussi de manufacturiers de feuilles d'aluminium. Okay. Ça aussi, c'est important de parler vraiment au client final au départ, puis aussi d'aller chercher l'information une fois que c'est implanté pour aller chercher le plus possible le feedback de quel était l'impact. Mm-hmm. Puis ça, il y a quelqu'un chez vous qui s'occupe des chiffres pour vraiment le démontrer dans les outils de communication, pour vraiment aller chercher la rentabilité, puis après ça, s'en servir comme argument de vente. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK, parfait. Là, on parlait d'agents manufacturiers. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi de développer les ventes?
C'est certain que je vais prendre ABB, là. Oui. Oui, la distribution est aussi un moyen de commercialiser ces produits. Dans notre domaine, je vais prendre ABB, là. ABB est tellement une grosse entreprise, c'est tellement énorme que c'est très, très difficile d'avoir l'attention de ces gens-là qui ont un catalogue plein de produits. Donc, on est beaucoup trop loin souvent du client final pour pouvoir avoir un impact plus grand. Donc, dans le cas d'un produit niché, je dirais que la stratégie est bien meilleure d'aller vers un agent manufacturier et en même temps, aller développer nous-mêmes l'intérêt pour nos produits chez le client final pour vraiment faire, c'est-à-dire de ne pas compter sur un distributeur pour aller bien vendre la solution ou d'aller communiquer les bénéfices qu'ils vont en retirer. Ça, faut le faire nous-mêmes, ou du moins au départ, là, pour aller chercher les early adapters, puis de générer un certain buzz dans l'industrie que oui, ça a un impact et un impact très important. Et donc, après, il y a beaucoup d'actions qui est faite de l'équipe de Comentel aussi. Définitif. Oui, beaucoup, parce que moi, je parle régulièrement avec soit avec les clients finaux ou avec les intégrateurs pour vraiment les aider à documenter leurs propositions aux clients et de démontrer tous les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Puis d'essayer de prendre souvent des exemples d'intégration qu'on a déjà fait qui ressemblent à cette nouvelle opportunité d'affaires. Merci beaucoup. Ça a été un échange extrêmement intéressant. On a déjà écoulé toutes nos minutes. J'aurais parlé encore pendant 1 heure. Donc, bonne journée, puis longue vie à Comentel. C'est un beau produit, c'est intéressant. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ce temps-là. Bonne journée. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google Podcast, Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur Étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans 2 semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les Exportants, série spéciale Exportateur Étoile 2021. À bientôt!